telle loi, nous avons des puissances extérieures qui parfois ont une mainmise sur les élections congolaises. Ne pensez-vous pas que ce seront des retombées un peu très néfastes pour le pays? Je ne sais pas. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Ma question s'adresse plus particulièrement à notre professeur des universités, Tchani, conformément à la loi qu'il a proposée concernant les périodes de la souveraineté des nations. Monsieur Noël Tchani, depuis l'accession de l'indépendance de notre pays, nous comptons déjà 5 présidents. Et nous savons tous que ces 5 présidents sont congolais de père et de mère. Je suis sûr. C'est depuis 2006 que notre pays, la République démocratique du Congo, a commencé à organiser des élections. Et nous comptons déjà 3 élections organisées en République démocratique du Congo. Ma question est de savoir, où êtes-vous depuis 2006 que la RDC a commencé à organiser les élections pour proposer cette loi? Et c'est aujourd'hui que nous sommes déjà en retard. Vous êtes venus avec cette proposition de loi. Ma deuxième question. Au cas où cette proposition de loi sera un droit au peuple congolais, c'est-à-dire sera voté au Parlement et promulgué par le président de la République, est-ce que cette loi doit garantir la stabilité du pays, doit garantir l'intégrité nationale, doit garantir la bonne gouvernance politique, la cohésion nationale, et doit finir la démocratie basée sur la dictocratie qui traverse la République démocratique du Congo? Je vous remercie. Ouais, bonjour, cher professeur, docteur. Moi, c'est André Campou, étudiant à LNG, département de maths info. Concernant votre loi, j'avais une question à vous poser. Alors, dans les cas que, concernant notre constitution plutôt, il est dit on ne peut pas jamais modifier la constitution quand on est dans l'état de siège. Alors, si c'est fait que l'état de siège continue jusqu'aux élections et que votre nom n'est pas voté, quelle sera la proposition, quelle sera l'utilité de votre proposition de loi Tchani? Merci, j'ai dit. D'accord, merci beaucoup. Nous prenons 5 personnes. Comme il y a déjà 5 personnes, nous donnons la parole au docteur Tchani pour la réponse. Et puis, nous continuons avec une autre série de 5. Merci. Non, laissez l'autre là. Utilisez seulement ça, oui. Laissez l'autre. Alors. Oui, je voudrais tout d'abord remercier ceux qui ont pris le temps de poser des questions. Ça montre très clairement qu'ils ont compris de quoi il s'agit. Pour ça. Je vais essayer de répondre à chacune des questions de façon linéaire. La première question disait que la loi semble discriminer contre les enfants.
La première question disait que la proposition de loi que nous avons sur la table semble discriminer contre des enfants qui seraient nés d'un parent congolais, mais l'autre parent étant étranger. Et la personne qui a posé la question, madame, elle a même dit que ce serait contraire à ce qui se passe dans les grandes démocraties telles que les États-Unis d'Amérique. Madame, je ne suis pas d'accord avec vous. Je vais déjà commencer par vous dire que chaque pays a son histoire. Et quand on adopte des lois, il ne faut pas qu'une loi au Congo intègre nécessairement les réalités de notre pays. Pourquoi? Parce que si nous sommes dans une situation différente, nos lois doivent refléter nos réalités. Mais parce que vous parlez des États-Unis d'Amérique, je vais vous dire que c'est le pays où les lois en place sont très discriminatoires. Je vais vous donner l'exemple. Les États-Unis, c'est un pays constitué d'immigrés. C'est-à-dire que tout le monde est venu de quelque part. Vous trouvez des Noirs qui sont venus d'Afrique ou des Caraïbes, des Asiatiques qui sont venus d'Asie. Vous trouvez des Blancs qui sont venus d'Irlande, de l'Allemagne, de pays européens. Vous trouvez des gens qui viennent des pays du Golfe. Donc tout le monde est venu de quelque part. Parce que c'est un pays d'immigrés. Ils ont tenu compte de leur réalité particulière en se disant qui est-ce que nous pouvons considérer comme étant un Américain 100% et qui serait totalement loyal seulement aux États-Unis d'Amérique et pas aux pays étrangers. Ils ont choisi la loi du sol qui dit que un Américain éligible pour toutes les fonctions aux États-Unis, c'est lui qui est né sur le sol américain. C'est-à-dire qu'en adoptant juste cette disposition-là, ils ont éliminé un grand nombre d'Américains. Sur 350 millions d'Américains, il y a au moins 100 millions d'Américains qui ne sont pas nés sur le sol américain. Ils sont d'office exclus des fonctions de souveraineté. Ils peuvent tout faire aux États-Unis, mais ils ne peuvent pas toucher à la vice-présidence des États-Unis ou bien à la présidence des États-Unis. Et pour vous en convaincre, je vous donne 3 noms que tout le monde connaît. Vous étiez peut-être trop jeune pour connaître qui est Henry Kissinger. C'était le secrétaire d'État, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Ce monsieur-là, c'est le diplomate par excellence. Très brillant, très distingué. Il est monté dans tous les échelons. Arrivé au niveau du secrétaire d'État, c'est-à-dire du ministre des Affaires étrangères, on lui a dit « Stop there, vous ne pouvez pas aller au-delà ». Pourquoi? Parce que Henry Kissinger était né en Allemagne. Et les parents l'ont amené, d'après ce que je comprends, 2 semaines après sa naissance aux États-Unis. Il ne remplit pas le critère pour être président des États-Unis du fait de n'être pas né sur le sol américain. Mais il n'est pas mort, il ne se plaint pas. Parce que vous savez ce que c'est que le secrétaire d'État. Il avait son propre avion, il se promenait partout à travers le monde. Donc c'est quelqu'un de très important, de très écouté. Il était satisfait de ce qu'il a pu réaliser dans les limites de ce que la loi américaine lui donne comme possibilité. Il y a un deuxième exemple, Arnold Schwarzenegger, que tout le monde connaît. Vous voyez le monsieur qui fait les bodybuilding. Il était devenu commando, il était devenu gouverneur de l'État de Californie. L'État de Californie, c'est l'un des plus grands États aux États-Unis. Il a dirigé l'État avec distinction et quand il a terminé, il était très populaire. Les gens étaient en ligne pour signer des pétitions pour qu'on l'autorise à devenir candidat à la présidence. La Cour suprême américaine a regardé, a dit « Niet, vous ne pouvez pas devenir président américain parce que vous êtes né à l'étranger, vous ne remplissez pas le critère. » Ça, c'est 2 exemples que je vous ai mentionnés. Mais je vous dis qu'il y a au moins 100 millions d'Américains qui sont venus des pays étrangers, qui ont émigré aux États-Unis, qui sont très contents d'être des banquiers à New York, d'être des médecins, des professeurs d'université, d'être tout sauf devenir président des États-Unis parce que la loi est dure, mais c'est la loi. Donc, dans notre cas aussi, nous devons protéger notre pays. Nous avons connu l'histoire des filtrations et nous continuons à vivre ça tous les jours. Nous devons nous réveiller pour ne pas perdre notre temps et nous retrouver avec un chef d'État qui aurait un pied dedans, un pied dehors et qui va compromettre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Il y a un deuxième intervenant qui a mentionné l'armée. Dans les postes à verrouiller, j'ai dit que le haut commandement militaire de l'armée, il y a plusieurs postes à l'intérieur, il serait verrouillé aussi.
nous voulons nous assurer que quand nous avons des hommes et des femmes en uniforme qui nous représentent pour nous défendre au front, à un certain niveau, ces gens-là sont totalement loyaux à la RDC. Vous connaissez l'histoire que nous vivons avec les pays de l'Est. Pourquoi la guerre ne termine pas? Parce que dans l'armée, on a des généraux ou bien on a des militaires. Pendant la journée, ils sont en réunion avec les FARDC, tout le monde, ils sont des Congolais. Ils prennent des décisions. À la minute qu'ils ont pris des décisions qu'on va attaquer le camp tel demain, ces gens-là qui ont la double nationalité ou la double loyauté, ils appellent leur homologue donc au Rwanda et leur disent attention, on va venir bombarder donc telle cible demain. Et ces gens prennent des dispositions pour échapper à cela. Pour éviter cela, nous allons vérifier aussi dans l'armée. Maintenant, le cas de Mamadou Ndala. Mamadou Ndala, c'était un héros. Je vous informe que quand j'étais à Washington, dans mon bureau à la Banque mondiale, j'avais derrière moi 2 photos. La photo de John F. Kennedy, qui disait qu'il ne faut pas toujours demander à ton pays ce que ton pays doit faire pour toi. Il faut parfois que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays. Et c'est ça qui a motivé mon engagement dans la vie politique. Parce que je voudrais faire pour mon pays ce que je pense que je peux faire pour que le pays devienne mieux. Alors j'avais Mamadou Ndala aussi dans mon bureau. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est mort pour la République. Mais il est mort pour la République, pourquoi? Parce qu'il était Congolais à 100%. Congolais à 100%, même s'il avait une mère étrangère. C'est son père ou bien sa mère. L'un des parents était étranger. Je pense que son papa était étranger. Mais ce garçon est né au Congo, il a grandi au Congo, il est comme nous, il est Congolais à 100%. Il a tout fait dans la limite de ce que la Constitution devait le reconnaître. Vous ne devez pas nécessairement devenir président de la République pour qu'on dise que vous pouvez mourir pour votre pays. Il pouvait devenir tout dans l'armée, il pouvait occuper n'importe quel poste, médecin, professeur, ainsi de suite. D'où il a dû tirer de la République démocratique du Congo, son pays, tout ce qu'il pouvait tirer sur le plan professionnel. Le fait de ne pas être éligible pour la présidence n'enlève en rien le fait que Mamadou Ndala, c'est un héros national, c'est notre héros à tous, et je le respecte sincèrement. Maintenant, en ce qui concerne les 5 présidents de la RDC depuis 1960, bon, je ne peux pas affirmer qu'ils sont tous des pères et des mères depuis 1960, parce qu'il y a eu des doutes sérieux sur certains d'entre eux. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là, mais à supposer qu'ils aient tous été des pères et des mères. Je reconnais que chaque pays a une histoire à un moment donné. Il faut apprendre de son histoire et ajuster des lois pour une meilleure protection dans l'avenir. Même si ces chefs d'État étaient des pères et des mères et qu'ils ont commis des erreurs de gestion, c'est tout à fait humain. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est apprendre de cette expérience-là, définir maintenant des critères de sélection pour que parmi nous, les Congolais de pères et de mères, et je ne dis pas que tous les Congolais de pères et de mères sont compétents pour diriger la République, mais parmi les Congolais de pères et de mères, qu'on choisisse les meilleurs d'entre nous pour que ces gens-là nous représentent demain à la présidence de la République ou bien dans les institutions de la République. C'est comme ça que le pays va faire des progrès. Apprenons du passé, appliquons ces leçons-là à l'avenir pour mieux faire pour notre pays. Est-ce que le fait d'être Congolais de père et de mère, c'est une garantie? Je viens de dire, non, parmi les Congolais, il y en a des mauvais. Vous avez entendu parmi les Congolais, il y a des gens, quand j'ai entendu ces cas-là, moi, ça me fait tiquer, quoi. Comment quelqu'un peut prendre 300 millions de dollars qu'on lui donne pour pouvoir, par exemple, créer le parc agro-industriel de Bukangalonzo qui va nourrir toute la République? Comment voulez-vous donc détourner 200 millions de dollars de cela? Est-ce que vous êtes un bon citoyen? Ce n'est pas une affaire d'être de père et de mère. Ce sont des mauvais citoyens qui ont posé ces actes-là. Ces gens-là, moi j'appelle la justice, il faut que la justice s'en occupe, qu'on les punisse conformément donc à la loi. Mais ce n'est pas une raison pour dire que parce que certains d'entre nous se sont mal comportés, par conséquent, abandonnons la protection de la souveraineté nationale à n'importe qui. Qu'est-ce qui vous dit qu'un étranger lui pourrait mieux gérer que les Congolais? Ou bien quelqu'un qui n'est pas 100% loyal pourrait mieux gérer que les Congolais? J'en connais qui sont des Congolais, des pères ou des mères, ou même pas des Congolais, qui ont occupé des grands postes de responsabilité dans ce pays-là. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit l'économie nationale. Ils ont fait pire que s'ils étaient Congolais de père et de mère. Moi qui vous parle, je vous dis, si j'ai à poser un acte, je vais toujours regarder et me dire,
est-ce que je fais du bien pour mon pays, pour la population congolaise? Est-ce que je vais léguer une bonne légende, une bonne histoire aux autres générations? Et si la réponse est oui, je vais poser cet acte-là. Et si la réponse donc est non, je vais réfléchir 2 fois avant de le faire. Je vous informe que je suis des pères et des mères. Je n'ai jamais été corrompu. Et je n'ai jamais détourné un seul centime de la République. Je n'ai jamais été impliqué dans la prédation des ressources naturelles du pays. Je suis congolais des pères et des mères. Donc, il y a des Congolais parmi vous qui sont comme moi. Et je voudrais les inviter à se joindre à moi pour qu'ensemble, nous puissions développer la RDC au profit de tous. Maintenant, il y a André Kangou qui a posé la dernière question. J'ai dit qu'on ne peut pas modifier la Constitution pendant que le pays se trouve pendant l'état de siège. Qu'est-ce qui adviendrait si on ne lève pas l'état de siège? Oui, je voudrais dire à André que tôt ou tard, on va lever l'état de siège. L'état de siège n'est pas une fatalité. On a mis en place l'état de siège pour qu'on puisse en venir à bout avec l'insécurité à l'est de la République. Aussitôt qu'on va réaliser qu'on a fait des progrès, ce sera levé. Donc, moi, ma prière, c'est que cela advienne avant les élections de 2023. Et je pense qu'avant septembre 2022, l'état de siège sera levé et cette loi va être débattue à l'Assemblée nationale et sera soumise au vote. Mais si cela n'est pas le cas, j'espère que les Congolais ont déjà incorporé la loi dans leur tête et que s'il y avait des gens qui ne sont pas 100% loyaux à la RDC, vous allez en tenir compte pendant les élections pour ne pas les laisser accéder à la magistrature suprême. Je vous remercie. Le temps file et je sais que vous avez beaucoup de questions à poser. Je vous ai dit, on prend 5 qui sont ici, les autres vous attendez pour le deuxième tour, s'il vous plaît. Question rapidement. Merci beaucoup. Je ne veux pas aller trop loin. Je réponds au nom du chef des travaux, Babouini Kanongo. Ma préoccupation est celle-ci. Faites une analyse sur les lois qui sont en République démocratique du Congo par rapport à votre loi. Je voulais savoir la pertinence de votre loi. Mais je vous demande de faire un parallélisme. Donc les côtés positifs, négatifs et les points communs. Alors, dans ce cadre, regardez à l'état indépendant du Congo, comment on a gouverné le pays, qu'est-ce que ça a donné, quel a été le résultat. Regardez aussi l'état à l'époque de Kassavubu, donc tout le passage. Regardez, faites une évaluation pour nous donner la bonne solution. Parce que selon moi, je trouve que lorsque les Belges étaient ici, ils ont quand même analysé, c'est ça ma question, ils ont analysé tous les points, même les routes, quand ils ont fait, ils ont laissé des espaces où les gens pouvaient passer, parce qu'ils ont bien gouverné le pays. Ils ne sont pas des Congolais, ils ont bien fait. Je voulais savoir la pertinence de votre rapport. Deuxième question, pourquoi les députés ont refusé votre loi? C'était pour quelle raison? Merci beaucoup. On y va rapidement. Oui, je suis l'étudiant Kaloumé Boanamoy. En fait, ma question répond sur le fait que vous avez évoqué, disons, que la loi Tchani viendra en quelque sorte créer une innovation dans la Constitution par le fait que les peuvent devenir président de la République, candidat à la présidence, c'est seulement ceux qui sont congolais de père et de mère. En plus de cela, je suis en train de voir que le travail de député national au niveau de l'Assemblée, c'est de parler beaucoup plus sur l'intérêt de la population. Maintenant, je voudrais savoir quel est l'intérêt de la population par rapport à la proposition de votre loi. Parce que les Congolais n'ont pas besoin d'un président de père et de mère, mais qui est en train d'observer les guerres qui se manifestent aux côtés de l'Est.
Le Congolais n'a pas besoin d'un président de père et de mère qui ne regarde pas moins l'économie de la République et la santé de la population, et le bien-être de la population. Maintenant, quel est l'intérêt pour la population? Moi, je suis Congolais. Quel est mon intérêt par rapport à la proposition de votre loi? Derrière ça, je suis en train de voir qu'il y a certaines personnes qui sont juste en train de viser leur intérêt propre et non celui de la population. Je vous remercie. Voilà. Merci de la concession de la parole. Je remercie également le professeur Noël Tchani de la pertinence de cet exposé. Monsieur le professeur, je vous envie beaucoup. Vous êtes un enfant du pays. Vous êtes un enfant du pays. Je n'ai pas une question, permettez-moi, je n'ai pas une question à poser au professeur Noël Tchani. Mais j'ai besoin de préciser quelque chose de très important. C'est très important. Parce que j'ai comme l'impression que dans cette salle, nous n'avons pas l'habitude de comprendre de la même chose, de la même façon, l'intérêt qui est attaché à l'analyse du problème. Permettez-moi. Voilà. Monsieur le professeur, au niveau de la nationalité congolaise, quand nous lisons l'article 10 de la Constitution, l'article 10 donne des sortes de la nationalité. Il parle de la nationalité d'origine et d'acquisition. Et par l'article 10, nous comprenons que nous avons des sortes de Congolais. Il y a ceux qui sont d'origine et il y a ceux qui peuvent obtenir la nationalité par l'acquisition. Et l'article 11 de la Constitution donne la possibilité à tout Congolais d'exercer la vie politique. Donc tu peux devenir un président du parti politique et la Constitution, je le connais. Mais quand nous lisons l'article 72, il y a une exception déclinatoire qui s'évoque ici. Parce que l'analyse des dispositions constitutionnelles ne doit pas être faite de façon, je vais dire, de façon vulgaire. Non. Nous devons réfléchir en analysant les dispositions génétiques par l'interprétation exégétique qui consiste à connaître ce qu'était la pensée du constituant par rapport à cet article 72. Quand nous lisons l'article 72 de la Constitution, il dit celui qui peut devenir président de la République, ce n'est qu'un Congolais de père, donc d'origine. Donc le professeur Kayama dans son livre, il définit la nationalité d'origine. Là, vous faites déjà. C'est parce qu'il essaie de compliquer, mais monsieur le professeur, vous êtes un enfant du pays de Je constate que la salle. Mais ils ont cours, c'est normal. Ils ne vont pas s'arrêter pour eux. Bien. La salle c'est vide. Vous avez beaucoup de questions. Ok? Le docteur est encore ici, mais je vous appelle quand même la parole. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, Papa, docteur. regarde les caméras. Ma question est celle-ci. C'est une question. Regarde les caméras. C'est une question que j'avais préparée, ça fait une semaine. Depuis qu'on avait nommé ce monsieur, monsieur Jacques Kabale-Nyans comme ambassadeur du Rwanda en France. Je l'ai connu personnellement, je sais qu'il a assuré des hautes fonctions administratives ici au Congo, et puis il était dans nos institutions. Maintenant, vous venez de nous faire l'exposé. Vous avez dit que ceux qui pourront accéder au magistrat suprême, ils doivent être des Congolais, des pères et des mères. Maintenant, jusque-là, ici au Congo, nous avons l'habitude de dire que nous sommes infiltrés. Nous ne savons pas qui est Congolais et qui ne l'est pas. Parce que jusque-là, pour mettre les pères et les mères, ces gens-là, lorsqu'ils étaient venus pour nous infiltrer, ils ont mis tout en marche. Ils ont même créé des parents. Ils ont créé des origines. Comment maintenant on saura sélectionner les pères et les mères? Je vais les savoir. Bien, chers camarades, je crois que quand le professeur va répondre présentement, on aura fini avec les questions. Le débat va se poursuivre en dehors de la salle. Merci. Encore une fois, je voudrais dire merci à ceux qui sont intervenus. Ils ont soulevé des questions qui montrent très clairement que cette proposition de loi est entrée dans vos têtes et vous avez compris de quoi il s'agit, les défis, les enjeux et les perspectives que nous devons garder à l'esprit pour cela.
Maintenant, il y a le chef des travaux. Le chef des travaux a soulevé un certain nombre de préoccupations. Il a posé la question de savoir quelle est la pertinence de cette proposition de loi par rapport aux lois existantes. C'est ça. Je vais vous dire que c'est très pertinent. Je voudrais vous rappeler que sous la période de Mobutu, et vous avez vécu pendant cette période-là, la constitution de la République du Zaïre disait que pour être candidat au poste du président du mouvement populaire de la Révolution, président du Zaïre, il fallait être zaïrois d'origine, virgule, né de père et de mère zaïrois. Cette disposition était importante, vous savez pourquoi? Elle était importante parce que déjà l'infiltration a commencé pendant cette période-là avec l'arrivée massive des Rwandais pendant que Bisengimana était directeur du cabinet du président de la République. On a adopté une loi donnant la nationalité à tous les réfugiés qui étaient sur le sol congolais qui venaient du Rwanda. Et en ce moment-là, Mobutu était malin. Il a dit, je vous donne la nationalité, mais vous ne pouvez pas accéder à la magistrature suprême. C'était ainsi que la Constitution donc disait il fallait être zaïrois d'origine, né de père et de mère zaïrois. Ok? C'est la même chose que j'essaie de réintroduire aujourd'hui. Parce que né de père et de mère zaïrois, ce sont ces zones-là, quand ils sont là en Afrique du Sud, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, ce sont les autres là, quand ils sont allés en Afrique du Sud, lors des discussions à San Seti. Je crois qu'ils ont servi un peu trop d'alcool à nos compatriotes. Ils ont été distraits. Ils n'ont pas vu que être candidat à la présidence, pour être candidat à la présidence, il faut être congolais d'origine. Ils n'ont pas compris qu'il y avait une nuance et qu'on avait fait sauter la portion nom des pères et des mères. Ils ont adopté cela comme si ça disait la même chose. On les a trompés. Quand nous qui sommes éveillés, on s'est rendu compte de cela. On a dit attention, on va remettre la disposition qui existait pendant que le Zaïre était la République que nous avons aujourd'hui. Donc, par rapport aux lois existantes, la pertinence, c'est que nous revenons à ce qui a existé sous Zaïre. Et on enlève cette distraction qu'on a dû ajouter pendant qu'ils sont allés à Sun City. C'est la première chose. Maintenant, vous me demandez pourquoi les députés ont refusé cette loi. Vous n'êtes pas informé. Les députés n'ont pas refusé la loi. Et je l'ai bien dit que la loi électorale doit inclure les modifications que je propose ici. Mais si on fait cela, il faut que la loi électorale soit conforme à la Constitution. Donc, parce que la Constitution n'inclut pas ces dispositions, il faut modifier et la loi électorale et la Constitution simultanément dans les deux articles qui sont concernés. Or, la Constitution donc dit qu'on ne peut pas toucher à la Constitution pendant que le pays se trouve pendant l'état de siège. Donc, il faut être patient. Il faut attendre simplement lorsque on va lever l'état de siège. Le jour suivant, on remet la loi sur la table. Les députés vont en débattre, ils vont voter et ça va passer. Donc, vous avez la mauvaise information, je vous donne la bonne information maintenant. Il y a quelqu'un qui a dit que les Congolais n'ont pas besoin d'un président de père et de mère qui ne fait rien pour eux. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais les Congolais n'ont pas besoin d'un président qui n'est pas loyal à la RDC. Quel que soit ce qu'il peut faire pour la RDC, on n'a pas besoin de ça. Un président qui, le matin, quand il est avec nous, il est Congolais. Et le soir, quand il va parler à ses cousins juifs et consorts, il raconte des histoires sur les Congolais. On n'a pas besoin de président comme ça. Donc, je voudrais qu'on soit très clair. Ce Congo-là, ça m'appartient au même titre que ça vous appartient, vous. Nous sommes tous actionnaires. Ok? Nous avons intérêt que le Congo marche bien, qu'il soit bien géré. Mais pour qu'il puisse bien marcher bien, qu'il soit bien géré, on a besoin de gens qui seront 100% loyaux au Congo. Ça, c'est le point de départ. Les Congolais de père et de mère. Maintenant, parmi les Congolais de père et de mère,
il y a des bons, il y a des mauvais. C'est pour ça que nous avons des élections. Les élections vont nous départager, vont permettre qu'on choisisse parmi les Congolais des pères et des mères qui sont éligibles pour les fonctions de souveraineté, qu'on choisisse qui sont les meilleurs parmi nous pour nous diriger, pour faire le bien pour le reste de la République. Je crois que qui est Congolais et qui ne l'est pas, comment le savoir? Au début de ma présentation, je vous ai dit qu'il faut qu'on puisse faire l'identification et le recensement de la population, parce que nous ne connaissons même pas le nombre de Congolais qui existent sur cette planète. Tantôt on parle de 80 millions d'habitants, tantôt c'est 107 millions d'habitants, on ne sait pas. J'ai salué l'initiative gouvernementale le gouvernement a lancé une opération d'identification pour qu'on délivre à chaque Congolais une carte d'identité nationale et une carte d'électeur. Ça nous permettra de savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Et en ce moment-là, la loi trouvera toute sa signification. Mais on ne va pas attendre que tout cela soit fait avant qu'on adopte la loi. La loi doit être adoptée maintenant. Il y a des gens qui ne peuvent pas nier. On sait qu'ils sont des étrangers. Si la loi est adoptée, ils savent eux-mêmes qu'ils ne vont même pas s'approcher des urnes pour poser leur candidature. Donc, faisons chaque chose à son temps. Commençons par faire adopter la loi et le reste viendra progressivement au fur et à mesure qu'on avance. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, chers camarades, nous vous disons grandement merci et surtout de votre patience. Je vous avais dit dès le début que ça sera une occasion d'avoir des arguments au moment des débats quelconques sur cette question. Vous pouvez aussi vous défendre. Vous allez, ce n'est pas la congolité. Il faut enlever ça dans le vocable que vous allez utiliser. Ce n'est pas la congolité. Congolité, c'est triste de voir comme l'humanité en Côte d'Ivoire. Le débat va continuer dehors pour ceux qui ont encore des préoccupations, parce que nous devons libérer la salle. Les organisateurs nous ont demandé de pouvoir libérer la salle. Il y aura, je crois, un cours ici. Au nom du professeur Noël Chani Mouadjambida, nous vous disons vraiment merci. Merci au comité organisateur. Il est disponible. Quand vous aurez besoin de lui, vous le verrez toujours. Merci et bon après-midi. La cohésion nationale et la régulière. Je propose que la fonction de président de la République du Congo soit réservée aux Congolais, nés de père et de mère congolais d'origine. Il y a une raison pour ça. La Sainte Bible, nous sommes tous des croyants, des chrétiens, donne l'instruction de Dieu suivant laquelle la royauté ou la présidence du pays ne peut être donnée à une étranger. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Deutéronome. Il le dit clairement au chapitre 17, verset 15. Par conséquent, la loi Chani de verrouillage trouve son essence et sa justification dans cette instruction divine, dans la Bible. Je n'ai pas inventé, je n'ai pas créé la Bible. La suite logique du verrouillage d'accès à la présidence exige le même ou la même portée de la souveraineté nationale au dauphin constitutionnel du président de la République. Qui est-il le dauphin constitutionnel? C'est le président du Sénat. Le verrouillage doit aussi couvrir quelques postes de souveraineté nationale qui sont desquels le président de l'Assemblée nationale, le bon commandement militaire, le bon commandement du commissariat général de la police nationale, le directeur général de l'immigration, l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement de l'air, les hauts magistrats de la République, le Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire les affaires étrangères, l'intérieur, la défense, la justice et les finances. Les gouverneurs des provinces, nous en avons 26 provinces, tous les gouverneurs des provinces, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, tous ces postes-là sont des postes de souveraineté. En plus de cela, il nous faudra appliquer les mêmes dispositions aux épouses et aux époux de tous les postes de souveraineté verrouillés. Au total, une centaine de postes à verrouiller sur une population estimée à combien? À 107 millions d'habitants. Ce n'est pas la discrimination, mais c'est de la clairvoyance pour protéger le pays contre les infiltrations étrangères pouvant compromettre la souveraineté nationale
et l'intégrité territoriale de la RDC. Vous avez suivi hier, même le roi de Belgique, il veut engager la Belgique à aider la RDC à préserver son intégrité territoriale. A fortiori, nous-mêmes Congolais qui sommes Congolais, nous devons faire tout pour protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. N'est-ce pas? Mes chers compatriotes, chers étudiants, mesdames et messieurs, beaucoup de compatriotes ont déjà compris les enjeux du fait de l'infiltration au sommet de l'État et dans toutes les institutions de la République depuis plusieurs décennies et soutiennent cette proposition de loi. Mais il faut, comme il faut s'y attendre dans une démocratie naissante, quelques compatriotes s'y opposent en avançant comme argument d'une part que la loi proposée serait discriminatoire. Pourquoi? Parce qu'elle écarterait une partie des Congolais et certains candidats potentiels aux élections de 2023. Et d'autre part, ils avancent qu'il y a des sujets plus importants et plus urgents sur lesquels on devrait s'attarder, notamment la misère dans laquelle vit la population congolaise aujourd'hui. Je tiens tout de suite à répondre à cette dernière préoccupation en frappant que c'est pour faire face aux préoccupations de misère et de pauvreté de la population que j'ai aussi proposé, comme je vous ai dit tout à l'heure, le plan Marshall Development pour la révolution développement de la RDC, dont je vous ai présenté les grandes lignes au début de cette présentation. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, ma proposition de loi est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'elle porte sur un aspect crucial de la vie de notre pays, c'est-à-dire l'accession aux plus hautes fonctions de souveraineté du pays. Ma proposition de loi ne porte pas sur les conditions d'acquisition de paix ni de recouvrement de la nationalité congolaise. On enlève la nationalité congolaise à personne. Et ne changera donc rien à la nationalité de vous tous qui êtes déjà des Congolais actuellement. Je voudrais, pour ceux qui ont la Constitution, vous inviter à regarder l'article 10 de la Constitution. L'article 10 de la Constitution de la République dispose à cet effet ce qui suit. La nationalité congolaise est une et exclusive et ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Un Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo, c'est-à-dire la République démocratique du Congo à l'indépendance du 30 juin 1960. Il y a même une loi organique qui détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte ou de recouvrement de la nationalité congolaise. Mais, mes chers compatriotes, outre le verrouillage de votre fonction, j'ai également proposé la révision de cet article pour permettre aux Congolais ayant acquis des nationalités étrangères de recouvrer la nationalité congolaise d'origine. Que personne d'entre nous ne doit perdre. Il n'y a personne qui doit enlever à quelqu'un d'autre la nationalité congolaise. Nous sommes tous nés Congolais, nous vivons Congolais, nous mourons Congolais et nous allons être enterrés Congolais. Sur le territoire national, tout Congolais devra se soumettre aux lois congolaises, sans aucune possibilité d'invoquer une quelconque immunité du fait de la détention d'une nationalité étrangère. Et au vu de l'histoire la plus récente, il sera prudent d'exclure la double nationalité avec tous les pays voisins de la RDC, en particulier ces pays-là qui ont eu des velléités d'occupation de la RDC. Vous avez vu dans les réseaux sociaux pendant ces derniers jours, il y a une information qui circule que le président Paul Kagame de Rwanda, il a une mère Lokele. Lokele, c'est dans la province orientale. Bon, avec les subdivisions actuelles, je ne sais pas exactement quelle province, c'est la province de Tchouapo. Sa mère serait originaire de la province de Tchouapo et son père serait un Tutsi rwandais. Paul Kagame se réclame 50%, il se réclame congolais. Et par conséquent, d'après la constitution que nous avons aujourd'hui, actuellement, Paul Kagame est éligible pour être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. Mais vous vous rendez compte? Vous êtes prêts à accepter cela? C'est très grave.
Et je voudrais vous dire aussi que ce n'est pas le seul cas. Il y a un deuxième cas. L'ambassadeur Vincent Karega, l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo. Sa mère serait congolaise et son père est Tutsi rwandais. Et par conséquent, Vincent Karega est éligible pour être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo et occuper toute fonction de souveraineté dans notre pays. Êtes-vous disposé à accepter cela? Et je vais vous donner un troisième exemple parce que je n'aime pas ces choses-là. Et troisième exemple, la semaine dernière, le président Paul Kagame du Rwanda a nommé son ambassadeur en France. Et la personne qu'il a nommée vivait en République démocratique du Congo et il est connu en République démocratique du Congo comme étant un Mouji. Mouji, c'est une de l'élue à l'est de la République, c'est aussi une que je crois. Alors, cette personne vivait avec nous, avait intégré les institutions de la République et soudainement, pour le nom ambassadeur du Rwanda en France. Ça veut dire que nous sommes infiltrés jusqu'à la marinière. Nous sommes infiltrés non pas seulement dans les fonctions de souveraineté, mais à tous les échelons, à tous les échelons des institutions de la République. Est-ce que c'est une situation qui est acceptable pour un pays qui se dit souverain et qui doit protéger sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale? Ce n'est pas une situation tout à fait acceptable. Le principe maintenant de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise que je viens d'évoquer, pour qu'on reconnaisse à chaque Congolais le droit d'être Congolais jusqu'à la mort. S'il acquiert une nationalité étrangère, c'est son problème. Mais nous, on reconnaîtra cette personne-là toujours comme étant Bédolo. Ce principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine permettrait à 10 millions de compatriotes, soit 10% de notre population, de recouvrer la nationalité congolaise d'origine qu'ils ont perdu du fait de l'exclusivité de la nationalité contenue dans la Constitution dans sa forme actuelle. Notre pays gagnera beaucoup en récupérant tous ces compatriotes qui se trouvent être des ressources humaines de qualité, bénéficiant d'une bonne éducation et des qualifications professionnelles dont la République démocratique du Congo a grandement besoin pour se développer. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, comme vous le savez, depuis 1996, les armées du Rwanda, du Burundi et du Ouganda ont été rejointes sur le sol congolais par les armées de Zimbabwe, de la Namibie, de l'Angola et de tous les pays du monde d'ailleurs venus dans le cadre des opérations de maintien de la paix avec la MONUC d'abord et plus tard et actuellement avec la MONUSCO, n'est-ce pas? Ces soldats étrangers se sont accouplés avec des femmes et des hommes congolais, donnant naissance à des millions d'enfants qui sont tous des Congolais d'après la constitution actuelle. C'est nos neveux ou bien nos nièces. On les accepte tous, on ne les refuse pas. Nous acceptons tous ces enfants comme Congolais et ils ont droit à tout dans notre pays. Sauf que pour des raisons de souveraineté nationale, nous devons restreindre l'accès à la présidence de la République et aux fonctions de souveraineté nationale en les réservant exclusivement aux Congolais nés de père et de mère d'origine congolaise. Ceci nous éviterait l'infiltration au sommet de l'État à travers des compatriotes qui auraient des loyautés partagées entre la RDC de leur père et d'autres pays étrangers de leur mère ou vice-versa. Vous me comprenez? On ne refuse pas ces enfants. On ne dit pas qu'ils ne sont pas congolais. On les accepte, ils sont congolais. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent être des médecins, des professeurs d'université, ils peuvent devenir même des ministres des sports, ils peuvent être propriétaires des clubs de football, ils peuvent faire tout sur notre territoire national. Mais on leur dit que ce soit très clair. Ils ne peuvent pas occuper des fonctions de souveraineté parce qu'ils seraient enclins à trahir, mais plutôt parce que c'est un sentiment normal. Ils ne peuvent pas trahir un des pays de leur part. S'ils sont congolais et ils trahissent l'autre pays, ce n'est pas bon, l'autre pays de leur part. Mais s'ils sont aussi congolais et ils trahissent l'autre pays de leur part, contre la République du Congo, ce n'est pas du tout acceptable. Pour, en quelque sorte, donc, gérer ce conflit d'intérêts, nous avons déterminé qu'ils peuvent tout faire en RDC, sauf ces 100 postes-là que j'ai énumérés qui sont des fonctions de souveraineté. Mais suivez,
Mes chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, ma proposition de verrouillage porte également sur les conditions d'accès à la fonction de président de la République, n'est-ce pas? C'est-à-dire les critères qui doivent être remplis pour être candidat au poste de président de la République. Pour le moment, ces critères sont définis par l'article 72 de la Constitution qui dispose ce qui suit. Article 72 de la Constitution. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé de 30 ans. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Et 4. Ne pas se trouver dans un état d'exclusion prévu par la loi électorale. Il convient de souligner que ma proposition de verrouillage vient apporter une condition supplémentaire, voire additionnelle, qui est de limiter l'accès à la présidence de la République et aux fonctions de souveraineté aux Congolais nés de mère et de père, eux-mêmes Congolais d'origine. Il est important de relever que ce critère additionnel vise simplement à protéger l'intérêt national, la souveraineté nationale, la fonction suprême qui est celle de président de la République en évitant l'infiltration au sommet de l'État et en préservant la fierté d'être Congolais et d'être dirigé par un Congolais comme nous. Quand vous voyez un Congolais de père et de mère qui est président de la République et qui marche et qui a la fierté d'être Congolais, nous nous retrouvons donc dans ça. Mais nous serons tous humiliés si on avait un président de la République. Je ne veux pas. Si on avait un président de la République, je vais vous dire comme ça. Et qui est Congolais? Vous allez faire. Si là, un des parents qui est Congolais, et ça nous qualifie d'être Congolais, d'être candidat, vous ne pouvez pas empêcher ça. Mais comprenez? Et si vous avez Paul Kagame qui devient président de la RDC, vous serez content? C'est pour ça que nous devons verrouiller ces fonctions-là, tant qu'il n'est pas encore trop tard, pour éviter l'infiltration au sommet de l'État. Dans beaucoup de pays du monde, il y a des dispositions qui protègent l'intérêt national et qui empêchent les qui d'accéder à la magistrature suprême. De telles dispositions, par exemple, existent dans d'autres pays tels que le Cameroun, la Zambie, le Togo, le Gabon, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Burkina Faso, la Turquie, l'Indonésie et même les États-Unis d'Amérique. Dans des pays tels que les grandes démocraties comme les États-Unis d'Amérique, n'importe quel Américain ne peut pas devenir président de la République. Aux États-Unis en particulier, il faut être né sur le sol américain, comme Barack Obama, Bill Clinton ou John F. Kennedy. Par contre, l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État Madeleine Albright, ou bien l'ancien gouverneur de l'État de Californie, Arnold Schwarzenegger, tout en étant tous les pleinement des Américains. Ils ne peuvent prétendre à la fonction de président des États-Unis d'Amérique ou de vice-président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas un des critères fondamentaux pour être président, celui d'être né sur le sol américain. Est-ce que c'est la discrimination? Non. Les Américains ont adopté ce critère-là pour protéger la souveraineté de leur pays. Pourquoi on ne devrait pas le faire nous aussi dans notre pays? Je tiens à préciser que ma proposition de loi est impersonnelle et ne vise aucun individu. Même si toute loi est discriminatoire par nature, parce qu'elle fait la distinction entre des gens, ma proposition n'est pas plus discriminatoire que les lois similaires dans d'autres pays, parce que partout au monde, il y a des critères d'éligibilité. Ces critères-là sont déterminés et discutés à l'avance, adoptés par l'Assemblée nationale, promulgués par le président de la République. Et une fois qu'ils sont adoptés par l'Assemblée nationale et promulgués par le président de la République, ces critères vont s'appliquer à tout le monde, sans exception et sans discrimination. Faisons-le quand il est encore temps, quand il n'est pas encore trop tard. C'est ainsi que dans la plupart des pays, par exemple, le critère de l'âge, comme en France par exemple, pour être candidat au poste de président de la République française, il faut être âgé d'au moins 18 ans. N'est-ce pas? Au Congo, on a adopté le critère de 30 ans. Est-ce que les gens qui sont entre 18 ans et 30 ans au Congo, qui sont exclus de la présidence de la République, on peut dire qu'on a fait la discrimination contre eux? Pas du tout. Nous avons notre histoire. La France a son histoire. À 18 ans, peut-être, quelqu'un est déjà venu pour être président en France. Chez nous, on estime qu'à 30 ans, il vient à peine de terminer l'université, il a commencé à faire un travail, il faut donner un peu de temps.
d'acquérir de l'expérience pour qu'il soit utile au pays. Il convient de noter qu'en RDC, les conditions prévues par la Constitution sont complétées par des critères opérationnels qui sont inclus dans la loi électorale. Il convient donc de discuter actuellement au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est cette loi électorale qui détermine, par exemple, le montant de la caution à déposer pour tout candidat aux élections présidentielles. Pour être candidat aux élections présidentielles, il faut avoir une caution de combien? Dites-moi. 100 000 $. Qui a 100 000 $ dans cette salle? Donc vous êtes tous exclus rien que sur cette base-là. Est-ce que vous pleurez parce que vous n'êtes pas éligible pour la présidence de la République? Pas du tout. C'est un critère objectif qui nous permet de pouvoir éliminer certaines personnes, garder un petit groupe de personnes et nous allons faire le choix parmi ces gens-là pour qu'on puisse déterminer qui peut diriger notre pays. Je comprends qu'ici à l'IPEN, il y a d'ailleurs un de mes anciens concurrents, le professeur Théodore Gomi. Est-ce qu'il est ici? Ces élèves sont là. Ok, Théodore Gomi et moi, nous avons géré à la couverture 100 000 $ pour être candidat à la présidence de la République. Mais c'était important. Est-ce que moi je le regrette? Je vais vous dire que je ne le regrette pas du tout. Vous savez pourquoi? Je vous ai dit au début de cette présentation que la RDC a payé pour mes études primaires, secondaires, universitaires. Et vous savez combien d'argent j'ai gagné après avoir tenu toutes ces études-là? Je vous informe que j'ai travaillé à Lyon, comme Mme Dauvel m'a présenté tout à l'heure, à Lyon, dans les banques commerciales, banques d'investissement pendant 10 ans, dans les plus grandes banques du monde, et la banque mondiale pendant 30 ans. Vous savez combien d'argent j'ai gagné? J'ai gagné des millions. Donc, je ne regrette pas d'avoir dépensé 100 000 $ pour tenter de participer à la gouvernance de mon pays. Ce pays qui a investi en moi, la bourse d'études, mais également en facilitant l'accès à l'éducation gratuite au niveau du primaire et du secondaire. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, est-ce que maintenant la proposition de loi est opportune? Est-ce qu'il faut la faire maintenant ou bien il faut attendre dans le temps? Ma réponse, c'est que la proposition de loi est opportune. Lorsque la souveraineté du pays est menacée, il n'y a pas meilleur moment que d'agir immédiatement, car si le risque identifié d'infiltration au sommet de l'État se matérialise, ce sera trop tard pour sauver notre pays. Donc le timing de ma proposition de verrouillage coïncide avec les réformes proposées par d'autres organisations telles que la CEPO des catholiques, l'Église du Christ au Congo, ou les églises de rebelles, où il y a d'autres organisations de la société civile qui ont proposé des réformes à la loi électorale de la Constitution et aussi à tout le processus pour arriver donc au choix de dirigeants. Dans la foulée, il est donc opportun d'examiner toutes ces propositions, y inclut la mienne, pour que nous puissions les incorporer une fois pour toutes dans la loi électorale, dans les textes de la Constitution, mais aussi les textes de la CENI, afin qu'une fois pour toutes, on puisse baliser le terrain pour des élections apaisées en 2023 et au-delà. L'insécurité entretenue à l'est de la RDC par l'armée rwandaise déguisée en rebelle du M23, qui demande d'être brassée dans les institutions de la République, montre clairement la volonté du Rwanda et d'autres pays étrangers de les infiltrer pour porter atteinte à notre souveraineté. Ne nous laissons pas faire, ne nous laissons pas faire. Nous devons demander au FARDC de pourchasser ces criminels-là du M23 jusque dans leur dernier retranchement au Rwanda. Le Rwanda a utilisé comme prétexte, chaque fois pour entrer en RDC, a utilisé comme prétexte, ils viennent pour attraper les rebelles qui se cachent quelque part en RDC, n'est-ce pas? Nous devons aussi utiliser cet argument pour entrer au Rwanda. Quand les rebelles du M23 ou bien du CNDP de Koundé-Batouane, ou bien de l'IRCD Kopa, quand ils fuient la RDC, ils vont se réfugier au Rwanda. Pourquoi nous devons nous arrêter aux frontières de l'EFAS? RDC doivent s'arrêter aux frontières. Pourquoi ne pas les pourchasser jusqu'au Rwanda? Moi, je pense que le temps est arrivé pour que nous puissions montrer que nous sommes un grand pays, un pays souverain avec une armée forte capable de rivaliser avec n'importe qui. Et s'ils fuient, ils battent au Rwanda, il faut les poursuivre jusque-là. Je pense qu'à ce moment-là, le Rwanda va commencer à nous respecter.
Si ma proposition de loi est adoptée, qu'est-ce que nous allons réaliser? Nous allons réaliser que nous pouvons dormir tranquille parce que la souveraineté du pays sera toujours préservée et nous n'allons pas nous réveiller un matin avec un étranger qui vient nous inviter. Mesdames et messieurs, je pense que je suis arrivé à la fin de cette présentation. Ça a pris beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que je sais que vous êtes des pédagogues, non? Vous êtes des pédagogues. Vous êtes des juristes aussi, mais des juristes qu'on entraîne pour devenir des pédagogues. Ça veut dire que si, ça veut dire que si vous avez compris de quoi il s'agit, s'il vous plaît, ça veut dire que si vous avez compris de quoi il s'agit et pourquoi on fait ces propositions de loi, vous serez nos interprètes dans la société congolaise pour dire à ceux qui ne peuvent pas venir assister à des conférences, qu'est-ce que nous voulons réaliser? Est-ce que je vous ai dit dans cette salle que cette proposition vise les individus? Non. Est-ce que je vous ai dit que cette proposition de loi va empêcher telle ou telle personne d'être candidat à l'élection présidentielle? Non. Parce que quand on a adopté la loi, il reste là pour toujours. Il va s'assurer que notre pays sera toujours dans les mains des gens comme vous et moi, des gens qui sont 100% loyaux à la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre débat d'attention. Merci beaucoup. Vos applaudissements prouvent à suffisance qu'il n'y aura même pas de questions. D'accord. Je voulais me rassurer. Alors, nous allons prendre une série de 5 questions. Éviter. Et d'ailleurs, ceux qui veulent qu'on oublie le passé, la loi ici veut s'assurer que le pays va toujours être géré par l'un d'entre nous. Vous savez pourquoi Patrice Emery Lumumba est mort? Il est mort pour la souveraineté nationale. Si on oublie le passé, on va revenir dans une situation où quelqu'un qui n'est pas loyal à notre pays va prendre les fonctions de souveraineté et compromettre donc la stabilité du pays. Donc le discours du roi, je voudrais saluer tous les mots gentils qu'il a prononcés à l'égard du peuple congolais. Je voudrais saluer le fait qu'il reconnaît qu'il y a eu de tort qui avait été causé au peuple congolais pendant le règne avant de son grand-père ou son arrière-grand-père avant la colonisation. Une fois que nous avons reconnu cela, il ne faut pas qu'on oublie. Il faut qu'on enseigne cela à nos enfants pour que les enfants à leur tour enseignent aussi à leurs petits-enfants pour que demain après demain, ce Congo ne soit plus jamais recolonisé. Parce que si nous retombons dans les erreurs de la colonisation, on va vivre le même régime que nous avons connu avant l'indépendance. Par conséquent, je salue donc ces mots gentils de la part donc, du roi. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il dit que la Belgique mettra tout en œuvre pour être aux côtés de la RDC afin de protéger l'intégrité territoriale pour que pas un seul centime du territoire congolais ou bien centimètre du territoire congolais ne soit perdu à l'égard de qui que ce soit. Donc ces mots gentils-là, je voudrais juste demander aux souverains belges de venir en réalité aux côtés du peuple congolais. La Belgique a des moyens de pouvoir intervenir, soit en donnant l'assistance militaire à nos FARDC pour qu'ils soient plus performants, soit en équipant les FARDC. Les Belges, ils ont des avions de guerre. Même s'il y a 500 militaires rwandais qui viennent d'arriver à Tchanzu. C'est pour ça que je demande qu'on puisse nous donner, par exemple, des avions militaires. Que les pays européens prêchent, par exemple. Ils ne doivent pas faire le système de 2 poids 2 mesures. Pour l'Ukraine, ils se sont mis ensemble, ils ont même contribué les armes. Ils contribuent les armes, ils contribuent les avions de guerre, ils contribuent tout ce qu'il faut, ils contribuent des militaires pour arriver à faire la guerre donc, à l'Ukraine, à la Russie. Donc je voudrais aussi qu'ils fassent la même chose pour la RDC, que les Belges deviennent nos interprètes dans la communauté internationale pour mobiliser cette assistance internationale massive dont la RDC a besoin pour gagner cette guerre-là contre les terroristes du M23. Je voudrais que vous sachiez aussi une chose. Le Rwanda, c'est un petit pays. Le Rwanda a 12 millions d'habitants. Nous avons 107 millions d'habitants. Et le Rwanda a une petite armée. La preuve, ils envoient 500 militaires, on peut les bombarder tous à un seul coup et en finir une fois pour toutes. Donc, n'ayons pas peur de ce pays-là. C'est un pays qui est fait de terroristes. Et nous voulons que la communauté internationale
vienne au secours aux côtés donc, des Congolais pour qu'ensemble, on puisse en finir donc, avec cette insécurité qui est créée de toutes pièces par le régime de M. Kagame et le Rwanda, pour que nous puissions donc avoir la paix et commencer à nous concentrer sur les efforts de développement du pays. Merci. On peut aller, chers confrères? Attendez. Voilà. Professeur, nous avons suivi le débat, la conférence de tout à l'heure. Même si une grande partie de la salle est d'accord avec la proposition de loi que vous avez fait avec tous les arguments que vous avez donnés, mais les Congolais, d'un autre côté, se posent une question sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise par rapport à ce que nous avons connu dans ce pays. Un Congolais qui a double nationalité, il arrive au pays, il commet un forfait, il fuit, quand il est recherché par la police, par la justice, il recourt vite à son ambassade. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette jurisprudence? Oui, c'est une question extrêmement importante. Et je pense que nous devons regarder ce qui se passe, non pas simplement en République démocratique du Congo, mais dans d'autres pays. Quand vous allez dans des pays comme l'Afrique de l'Ouest, les Sénégalais, les Maliens, les Nigérians, les Ghanéens, ces gens-là, vous les trouvez aux États-Unis. Ils sont établis, ils fonctionnent comme des citoyens de ces pays hôtes. Et chaque fois qu'ils ont l'occasion, ils rentrent chez eux, ils sont citoyens donc, de leur pays d'origine. Il n'y a pas à discriminer contre eux. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous avons 10 millions de Congolais dans la diaspora qui ont acquis de nationalité étrangère, pas parce qu'ils voulaient renoncer à la nationalité congolaise, mais plutôt parce qu'ils étaient forcés par des événements. Certains d'entre eux devaient prendre ces nationalités dans les pays d'accueil pour se mettre en conformité avec les lois du pays afin de trouver du travail, nourrir leur famille, gagner de l'argent, envoyer en République démocratique du Congo. Maintenant, lorsque ces gens viennent au Congo, nous demandons qu'ils soient simplement reconnus comme étant des citoyens congolais. Si vous avez une nationalité étrangère, je proposerai d'ailleurs à nos législateurs, si on peut trouver l'occasion de marquer dans le passeport congolais une mention qui dit par exemple qu'en cas de conflit, c'est la nationalité congolaise qui prime. Si vous revenez ici, vous avez une nationalité étrangère, on vous a arrêté, vous avez commis un forfait, vous ne pouvez pas prétendre à mettre sur la table l'immunité du fait d'avoir une nationalité étrangère. La nationalité congolaise va primer sur toutes ces nationalités-là. Je donne l'exemple des Américains. Si vous allez aux États-Unis, les Américains qui ont des nationalités étrangères, on ne reconnaît même pas ces nationalités étrangères-là. Vous êtes sur le sol américain, on vous traite d'après les lois américaines, un point, un trait. Je voudrais que ce soit la même chose en République démocratique du Congo aussi. Une dernière question, M. Pas une dernière. La constitution de la RDC ne fait pas de différence entre Congolais de père et de mère ou Congolais qui auraient un parent étranger. Alors, comment mettez-vous en musique votre proposition de loi et l'article 220 de la Constitution qui dit, je cite, est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne? Je voudrais déjà vous dire que toute chose est possible. Même l'article 220 de la Constitution, on a mis ces dispositions en place pour qu'on ne puisse pas toucher tous les matins à la Constitution. Mais s'il s'avère qu'on a besoin de modifier la Constitution, il y a un mécanisme qui permettrait qu'on puisse modifier même l'article 220 de la Constitution. On organise un référendum et ça va passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en tant que pays, nous devons apprendre de notre histoire. Nous avons une histoire d'un pays qui a été infiltré. Vous vous rendez compte que nous nous réveillons un matin qu'il y a le président du Rwanda qui déclare qu'il est congolais lui aussi, il peut être éligible à la présidence de la République démocratique du Congo. Si nous n'apprenons pas de ces expériences-là, nous allons nous retrouver donc un matin avec quelqu'un qui est président de la République ou qui occupe des fonctions de souveraineté, mais qui n'a aucune loyauté à l'égard de la République et il va compromettre non pas simplement la souveraineté nationale, mais aussi l'intégrité territoriale. Et le Congo de nos ancêtres, là, nous n'allons pas le léguer à nos enfants pour qu'ils puissent à leur tour
le léguer aussi à leurs petits-enfants, ainsi de suite. Donc, protégeons la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, et si cela demande qu'on puisse faire un référendum pour modifier certains articles de la Constitution, nous devons être disposés à le faire en tant que peuple. Question d'actualité, Noël Tchani, le gouvernement provincial du Nord Kivu. Permettez, madame. Professeur, on peut savoir la plus grande motivation par rapport à cette proposition de loi et la pertinence par rapport à la nation congolaise. La plus grande motivation, c'est le besoin de protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale du peuple. Moi, j'ai été analyste. Un analyste, il tend à prendre une situation, la décortiquer dans tous les sens. Et j'ai regardé notre constitution et je me suis dit, tiens, il y a des possibilités qu'on ait des gens qui ne soient pas totalement des Congolais, qui peuvent devenir présidents de la République ici ou bien occuper des fonctions de souveraineté. À la minute que j'ai vu ce risque-là, j'ai fait la proposition de loi. En faisant la proposition de loi, je vois que c'est un problème réel. Nous réveillons tous les jours devant des questions d'infiltration. Je vous ai mentionné tout à l'heure là le cas des messieurs qui viennent d'être nommés ambassadeurs du Rwanda à Paris. On le connaît, il y a quelqu'un dans la salle qui a dit qu'il le connaît très bien. Il connaît cette personne-là et que nous, on considérait que c'était l'un des nôtres. C'était Mouchi, un Congolais. Quelqu'un comme ça pouvait devenir président de la République. Donc, à la minute que nous réalisons qu'il y a cette possibilité-là, mettons les batteries en marche pour que nous puissions prendre des dispositions afin d'empêcher cette possibilité de se matérialiser. Parce que si ça se matérialise et que nous avons un infiltré au sommet de l'État, ce sera trop tard de protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Question d'actualité, Dr Noël Tchani. Question d'actualité, s'il vous plaît, Dr Noël Tchani. Malembe, il va répondre. Malembe. Non, c'est tout. Il va répondre, papa. J'ai dit c'est tout. Question d'actualité, laissez-moi poser, papa. Oui, ok, ça va. Un petit résumé à Lingala. D'abord, pourquoi vous plaignez sur cette loi? Parce que cette loi n'a pas été inscrite lors de la session du mois de mars. Alors que pensez-vous? Est-ce que vous êtes sûr que c'est... Moi, je vais vous poser aussi une question. Vous êtes de la presse, de quelle presse? Je suis stagiaire à la chaîne Silo. Je réalise que vous êtes stagiaire. C'est vous qui êtes envoyé par Joseph Foutilo. Oui. Ok. Je l'ai dit dans la conférence. La loi n'a pas été inscrite à la session de mars. Ça, c'est quelle session ça? Elle n'a pas été inscrite à la session de mars ni de septembre l'année dernière. Il y a une raison. C'est parce que pour prendre en compte ce que nous proposons dans le cadre de cette proposition de loi, il faut modifier et la loi électorale et la Constitution. Parce que la loi électorale qui vient d'être discutée au niveau de l'Assemblée nationale, cette loi doit être conforme à la Constitution. On ne peut pas avoir une disposition de la loi électorale qui est contraire à la Constitution. Or, pour modifier la Constitution, il faut nécessairement que le pays ne soit pas pendant l'état de siège. C'est ça la raison pour laquelle la loi n'a pas été programmée. Donc, elle n'a pas été rejetée, elle a juste été retardée jusqu'à ce qu'on puisse lever l'état de siège, et une fois que c'est levé, on va revenir donc à la charge en mettant la loi électorale et la Constitution, et les deux vont être conformes, ils vont être débattus et approuvés. Merci beaucoup. C'est la deuxième Beaucoup des acteurs politiques pensent et disent que cette loi est une loi de division. Alors, quelle est votre lecture sur ces propos? Ces acteurs politiques-là, je voudrais demander est-ce qu'ils sont des périmètres. S'ils sont vraiment congolais, ils vont réaliser que chaque pays doit se protéger. Si on ne protège pas, si moi je ne protège pas le Congo, qui va le protéger? Vous devez être à mesure de protéger le Congo au même titre que lui, et si chacun de nous doit faire son travail. Alors, les acteurs politiques qui parlent de cette façon-là, peut-être qu'ils ne sont pas réellement préparés. Ce que moi je vois, c'est que cette loi va promouvoir, va nous donner la paix du cœur. Et à tout moment, nous allons avoir un Congolais, l'un d'entre nous, qui va diriger le Congo ou bien qui va occuper les fonctions de souveraineté. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous allons protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. À la minute que nous ne faisons pas cela, ça veut dire que nous prenons le risque qu'il y ait quelqu'un qu'on ne contrôle pas, qui n'est pas 100% congolais, ou bien qui est 100% congolais, mais avec un pied dedans, un pied dehors. Et cette personne-là peut nous compromettre.